Bonjour et bienvenue dans Real Economy. Si vous êtes une femme qui travaille dans l'Union européenne, sachez que vous touchez souvent pour le même travail près de 15% de moins qu'un homme en moyenne. Et la pandémie a montré combien ces disparités étaient ancrées, car les femmes ont davantage gardé les enfants sans être payées pour cela et risqué de perdre leur emploi. Dans un instant, nous retrouverons Fanny Goré en Allemagne, où d'après les statistiques, les écarts de salaire sont parmi les plus importants en Europe. Et je suis à Berlin pour rencontrer une femme qui fait valoir l'égalité des chances et de traitement des travailleuses. Mais d'abord, faisons le point sur les désavantages auxquels les femmes sont confrontées. Pour 1 euro gagné par un homme, une femme gagne 86 centimes d'euros. Pourquoi ? Les femmes assument la plupart des tâches liées aux enfants et donc souvent réduisent leurs heures de travail. Dans l'Union européenne, elles sont 30% à travailler à temps partiel contre 8% pour les hommes, ce qui complique l'évolution de leur carrière. On compte aussi davantage de femmes dans des secteurs moins rémunérateurs comme les soins à la personne et l'éducation. Quant à celles qui occupent des postes à responsabilité, elles gagnent près d'un quart de moins que leurs homologues masculins. Et dans l'Union, seuls 10% des PDG de grandes entreprises sont des femmes. Tout cela creuse l'écart des pensions de retraite qui atteint 30%. Le socle européen des droits sociaux précise la nécessité de l'égalité hommes-femmes. Pour aider à réduire les différences de rémunération, la Commission européenne met en place la transparence en matière salariale. Les entreprises seront légalement contraintes de publier le montant des salaires de leurs employés. Le socle européen en appelle aussi à un meilleur équilibre vie professionnelle-vie privée avec le droit à un congé parental équitable et un régime de travail plus flexible. Ces éléments ont intégré le droit européen, les États membres ont jusqu'en 2022 pour les transposer dans leur législation nationale. L'un des freins pour les femmes au travail, c'est de devoir jongler entre vie professionnelle et vie familiale. Fanny Goré s'est rendue en Allemagne pour voir comment des femmes concilient les deux. Malgré une femme à la tête de l'État depuis 15 ans, l'Allemagne, en termes d'égalité homme-femme au travail, se positionne derrière ses voisins européens qui ont un taux d'emploi féminin similaire. Alors qu'en est-il de la place des femmes sur le marché du travail allemand ? À Berlin, 2 femmes me racontent leur expérience. Nadine Eplen est avocate et représente des femmes en emploi précaire dans l'hôtellerie et la restauration. Le problème, c'est que même si les contrats de travail s'appuient sur une base de 40 heures d'activité par semaine, l'employeur peut fixer les horaires qu'il souhaite. Et bien sûr, les femmes qui ont des enfants ne peuvent garantir qu'elles seront disponibles. Cela peut aller jusqu'au licenciement et au déclassement parce qu'elles ne sont pas assez flexibles. La pandémie accentue les problématiques liées au partage des tâches familiales. Tout comme Nadine et la plupart de ses clientes, presque 50% des femmes allemandes travaillent à temps partiel pour s'occuper de leur famille, beaucoup plus que la moyenne européenne. J'ai 2 enfants et je dois aussi m'occuper d'eux parce que je n'ai pas de parents à Berlin. Je préférerais travailler à plein temps, mais ce n'est pas compatible avec la garde des enfants, parce que les temps scolaires et extrascolaires ne sont pas toujours adaptés à mes heures de travail. Pour améliorer la représentation des femmes sur le marché de l'emploi, l'Allemagne, comme tous les autres pays européens, a jusqu'à 2022 pour mettre en place la directive sur l'équilibre entre la vie familiale et la vie professionnelle, qui prévoit également un meilleur accès aux congés parentaux et plus de flexibilité au travail. Et selon l'économiste Katharina Wrolik, cela passe par une meilleure fiscalité et faciliter les opportunités de carrière pour les 2 parents. Ce qu'on observe, c'est qu'il existe une nouvelle norme qui prévaut. On est passé du modèle familial où un seul parent travaille à un modèle où c'est l'équivalent d'un et demi. L'Allemagne doit encore faire de nombreux efforts pour améliorer l'accès à la garde d'enfants et sa qualité, mais aussi adapter les heures d'ouverture. Un domaine dans lequel l'Allemagne ouvre la voie en matière d'égalité est le nombre de femmes membres du conseil d'administration des entreprises cotées en bourse, avec 36% de participation féminine. Pour se rapprocher de la parité, le pays est en phase d'imposer des quotas. Je me rends près de Berlin pour demander à Hiltrud Werner, la seule femme membre du conseil d'administration de Volkswagen, ce qu'elle en pense. Même ceux qui sont contre les quotas se rendront compte que ce processus avance aujourd'hui. Je m'en félicite personnellement. Cela permettra de ne pas négliger des personnes aux qualifications élevées simplement sur la base de préjugés. La route n'a pas toujours été facile pour atteindre ses objectifs de carrière.
Cela dépend vraiment des personnes, mais il y a toujours un prix à payer. Donc j'ai dû faire des compromis et c'est pour cela qu'il faut savoir où l'on veut aller. L'espoir est qu'à l'avenir, les femmes n'auront plus à faire les mêmes compromis pour arriver au sommet. Où en sont les pays de l'Union européenne quand il s'agit de briser le plafond de verre? Si rien ne change, l'Allemagne n'aura pas comblé les écarts de rémunération avant le prochain siècle. Tandis qu'en France, cela pourrait prendre 1000 ans. Certains États membres sont en passe d'atteindre l'égalité de salaire dans les 10 ans qui viennent. La Belgique fait partie de cela. Je suis à Bruxelles pour rencontrer Esther Lynch, secrétaire générale adjointe de la Confédération européenne des syndicats. Ce qu'on veut, c'est une meilleure législation sur le travail de valeur égale. Je parlais justement la semaine dernière avec les représentants d'un syndicat qui me disaient que dans une entreprise, le directeur des achats était payé plus de 30% de plus que le directeur des ressources humaines. Or, quand on regarde en quoi consistent ces missions en termes de quantité, de compétences et de formation nécessaires et de responsabilités, il n'y avait aucune différence. Mais évidemment, c'était une femme qui était directrice des ressources humaines et un homme directeur des achats, une fonction majoritairement féminine pour l'une et une fonction majoritairement masculine pour l'autre. Cette directive sur la transparence en matière salariale sera-t-elle utile de ce point de vue? L'écart de salaire repose trop largement sur le travail qui est réalisé en majorité par les femmes et c'est simplement sur la base de cela que l'on justifie un salaire moindre. Donc l'un des éléments clés de cette directive, c'est la disposition qui mettra fin à la confidentialité des salaires. Et c'est une mesure très importante parce que trop souvent les femmes travaillent aux côtés de leurs collègues masculins, souvent pendant des décennies, et elles se doutent bien qu'elles n'ont pas la même rémunération. Mais parfois, elles finissent par se rendre compte à la retraite, ou peut-être à cause d'une information dans la presse, que la personne qu'elles pensaient faire le même travail qu'elle pour le même salaire est en réalité beaucoup plus rémunérée qu'elle. L'autre chose importante, c'est que cela suppose d'interdire les clauses de confidentialité des salaires dans les contrats de travail. Aujourd'hui, la Belgique est l'un des pays de l'Union qui ouvre la voie en matière de réduction des écarts de rémunération. Comment expliquer qu'elle fasse aussi bien? Ce que je constate ici en Belgique et qui est très différent par rapport à de nombreux autres pays, c'est le nombre de salariés qui adhèrent à un syndicat. Comme ça, ils ont la certitude que quand ils soulèvent des questions, qu'ils se plaignent, ils ne seront pas attaqués, victimisés, déplacés ou licenciés en tant que fauteurs de troubles. Et pour moi, l'une des choses que cette directive doit garantir, c'est qu'il ne faut pas s'attendre à ce que simplement parce que les gens savent que ces éléments existent, ils seront capables d'en bénéficier. Ce qu'il faut mettre en place, ce sont de solides garde-fous. Esther Lynch, merci beaucoup d'avoir été avec nous dans Real Economy. Merci de m'avoir reçu, c'est un sujet important.